Bonjour à tous, bienvenue dans Franc Parler, l'émission où les invités n'ont pas la langue dans leur poche. Et aujourd'hui, nous accueillons Philippe Pascot. Philippe Pascot, vous êtes le baroudeur de la politique, de l'ex-politique à gauche, notamment à Évry, on en reparlera. Vous êtes aujourd'hui plutôt le pourfendeur, disons, le pourfendeur médiatique et de la justice. On va commencer sur votre parcours. Que d'honneur! Oui, voilà, vous voyez, vous avez des titres déjà avant même de commencer l'émission. On va commencer sur votre parcours un peu personnel et puis ensuite on embrayera sur vos combats. Il n'y a pas de souci. Alors, vous avez été conseiller municipal à Bondoufle, dans l'Essonne, si je ne me trompe pas. Ouais. Vous avez été conseiller régional d'Île-de-France et vous avez même été maire adjoint d'Évry, maire adjoint de Manuel Valls. Quelque temps. J'ai aussi été président de la formation professionnelle et de l'apprentissage sur l'Île-de-France aussi. D'accord. Donc, quand vous étiez au conseil régional. J'étais conseiller régional. Vous êtes plutôt orienté à gauche, c'est pas une insulte de vous le dire. Oui, si on peut dire qu'aujourd'hui il y a une gauche. On en reparlera. Je suis orienté du côté du peuple. Après, la gauche, je ne sais plus ce que ça veut dire aujourd'hui. En tout cas, vous avez connu le monde politique de l'intérieur. Ah, complètement, 25 ans. Et donc, première question assez générale, qu'est-ce que vous avez tiré de ces expériences passées? Que le système est bon, que les élus vivent dans l'opulence et qu'ils ne veulent absolument pas quitter la soupe qu'ils mangent tous les jours. Donc, la politique est noble, les gens qui font de la politique deviennent de plus en plus des mafieux. Tous? Alors, pas tous, je ne suis pas poujadiste, et il y a quelques élus honnêtes. Et malheureusement, il y a de moins en moins d'élus honnêtes. Et le pire, c'est que les gens ne votent pas pour les élus honnêtes. Et le gros problème, il est là. C'est que les escrocs, ils ne vivent que parce que les gens se laissent escroquer. Et aujourd'hui, la politique, pour certains élus, c'est véritablement une escroquerie au peuple, quoi. Mais la soupe est tellement bonne que je comprends que quelque part, les gens, quand ils deviennent élus, en fassent une carrière à vie. Est-ce que vous pensez notamment à Manuel Valls? Oui, Manu. Je sais que vous avez affirmé plusieurs fois que vous êtes battu avec lui. Oui, je me suis battu 2 fois avec lui. Une fois, il m'a collé contre le mur et une fois, je l'ai collé contre le mur. J'ai été maire adjoint 1 an chez lui et j'ai terminé ma carrière à Évry comme conseiller délégué à l'intégration avec 500 € de budget annuel, pour vous dire. Donc, mais je précise, parce que je n'ai pas la langue de bois, Manuel Valls était un mec bien au début. La plupart des hommes politiques, d'ailleurs, sont des mecs bien au début. Mais dès qu'ils commencent à goûter au pouvoir, c'est fini. Ça les corrompt. Bah oui, le pouvoir corrompt, c'est clair. Vous tombez dans un... C'est très très dur de résister. Moi, le premier, quand j'étais conseiller régional, on m'a offert plusieurs fois des comptes en banque à 6 chiffres. Quand on vous offre un compte en banque à 6 chiffres, avec la garantie que vous n'allez pas être piqué, que ça se passe sur un compte en banque à l'étranger, c'est dur de dire non. Moi, je m'en veux des fois des soirs d'avoir dit... J'ai pas dit non en plus, il faut être clair. J'ai l'habitude d'être retorse. J'ai dit d'accord, à condition que ça soit marqué dans le contrat. J'ai jamais revu les mecs. C'est bizarre, hein. Mais des soirs, je connais des amis qui ont accepté certaines sommes. Des amis, des collègues, des anciens collègues élus qui ont accepté, ils se portent bien, hein. Mais vous étiez battu à propos de quoi avec Manuel Valls? Oh, je sais plus, des histoires où j'étais pas d'accord avec lui, où quelque part c'est un Catalan, moi je suis un Catalan aussi, et puis c'est monté dans les tours très vite. Je crois que la première dispute, c'était à cause de son directeur de cabinet, à l'époque Évry, qui était un type vraiment pas clean. De mémoire, il avait installé des caméras vidéo au-dessus des photocopieuses dans la mairie. Ce qui m'avait un petit peu gêné, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un faisait une photocopieuse, il pouvait regarder sur ces caméras vidéo ce que les gens photocopiaient. Donc ça s'était assez mal passé quand j'avais porté le paix. Donc voilà, mais c'est un teigneux, Valls, hein. Et moi, je ne me laisse pas faire. J'étais un des seuls, d'ailleurs, au conseil municipal, pendant les BM, à partir en plein BM, parce que ça ne me convenait pas ce qu'il racontait. Et je me souviens, une fois, il m'avait dit « Pasco, tu n'es pas assez intelligent pour comprendre. » Je dis « Si je ne suis pas assez intelligent pour comprendre, je ne suis pas assez intelligent pour voter. » Et je n'ai pas voté. C'est aussi simple que ça. Mais je le précise, au départ, c'est un mec bien. Quand il est arrivé à la Médévry, quand je l'ai rencontré, on a fait des trucs au début sympas pour la ville, pour les Évriens. Et puis après, il s'est laissé emporter par le pouvoir. Et apparemment, ça l'a toujours pas quitté. Hein, ah ben non, là, ça quitte plus. Une fois que vous y avez goûté à ce genre de choses, c'est très très dur de quitter. Quand Pierre Plizal, il faut savoir que plus vous montez, moins vous touchez le sol. C'est une façon de parler, hein. Vous avez une cour autour de vous qui vous dit ce que vous voulez entendre.
on vous dit que vous êtes un génie, on dit que tout ce que vous dites c'est bien, les gens se courbent les chines. Moi, quand j'étais président de la formation professionnelle et de l'apprentissage sur l'Île-de-France, il faut le savoir, j'avais 800 millions de bureaux de budget, 176 CFA, l'école de la deuxième chance, la VAE, voilà, c'était pas le super poste, mais c'était déjà un poste relativement intéressant au conseil régional. Le matin, j'étais conseiller régional, l'après-midi, j'étais président de la formation. Des gens qui me tutoyaient le matin se mettaient à me vous voyez l'après-midi. À l'époque, je fumais, je fume plus, aujourd'hui, je ne fumais pas, c'est pas bien. Je prenais une cigarette, j'avais 15 briquets qui s'allumaient. C'est dur de résister. Pendant 6 ans, en tant que président de la formation professionnelle, il a fallu que je me batte pour payer mes restaurants autour de la région. Parce que les autres présidents ne payaient pas leurs restaurants. Quand vous prenez l'habitude de ne pas payer, vous prenez vite l'habitude. Hein. Moi, il fallait que je me batte pour payer. Ben, je payais mes restaurants, j'ai dit non, excusez-moi monsieur, moi je paye. J'ai un budget pour ça, donc je paye. Mais c'est difficile de résister, je reconnais. Parce que la soupe, je le redis, est excessivement bonne quand vous êtes élu. Alors je ne parle pas du petit élu. Hein. Oui, du maire d'une petite commune. Le maire d'une petite commune, le conseiller municipal d'une petite commune, eux, ils en bavent. Eux, ils travaillent plus que l'indemnité qu'ils touchent, quoi. Mais je parle dès que vous commencez à monter. Dès que j'en connais, par exemple, là, j'habite dans un petit village à quelques kilomètres de Joigny, dans le 89. Le maire de la commune, Valravillon, il est en même temps maire de la commune, président de la communauté d'agglomération, président des maires de Lyon. Enfin, on se demande comment ces mecs-là, ils peuvent continuer à être élus en ayant 5 ou 6 mandats, entre guillemets. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Hein. Eh bien, ils y arrivent. Ils y arrivent. Tu te poses des questions. Mais encore une fois, c'est jamais gratuit. Il y a toujours des indemnités, des représentations, un petit peu de pépettes qui tombent, quoi. Et être élu, je te jure, c'est vachement intéressant. Hein. Et ça l'est toujours autant aujourd'hui que quand vous êtes... Alors, ça l'est toujours Parce autant. que depuis, il y a eu quand même une certaine réglementation, on y reviendra un petit peu. Mais laquelle? Par exemple, sur le cumul des mandats. Mais je garde cette question pour plus tard. Ouais, alors ça, c'est pipeau. Hein. On en reparlera après. On en parlera si tu veux, mais c'est pipeau. Hein. Ça, c'est la fameuse loi sur la modernisation et de la vie publique française voulue par M. Bayrou et M. Macron. C'est des mensonges éhontés. Éhontés. Et d'ailleurs, ils sont en train d'y revenir, on en parlera tout à l'heure. Ils sont en train de se dire, tiens, ce serait bien qu'un député puisse encore être maire. Ça, c'est la grande idée de François Bayrou, mais on y reviendra. Aujourd'hui, tu as complètement quitté ce monde, en tout cas de l'élection. Depuis 2009, ouais. Depuis 2010. Mais tu es au conseil d'administration d'Anticor, de l'association Anticor. Administrateur. Tu peux nous parler un petit peu. Quel est l'objectif de cette association? Comment elle fonctionne? En fait, pourquoi? Association totalement indépendante, avec transpartisane, qui lutte pour l'éthique et la justice en politique. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est une association loi de 1901. Nous n'avons aucune subvention de nulle part, si ce n'est les dons et les adhésions. Chaque don au-dessus de 5 000 €, le nom de la personne est rendu public. On est totalement clair. Par contre, on ne fait aucun cadeau aux hommes politiques qui mettent les doigts dans la confiture, qu'ils soient de droite ou de gauche. Aujourd'hui, on a en gros, je crois, plus de 160 procès au pénal. En plus, on prend des bons avocats. Et quand on mord un os, on ne le lâche pas. Donc, que tu sois M. Woerth, que tu sois M. Guérini, celle qui est députée, qui est très proche de M. Mélenchon. Chirico. Ah là là. Eh bien, on a fait un procès et on ne lâche pas le morceau. Et l'immense avantage qu'on a voulu nous retirer, c'est qu'en plus, on peut se porter partie civile. Vous avez un agrément. On vient de ravoir un agrément qu'on avait essayé de nous supprimer. On a attaqué M. Colère. M. Colère, l'ex-secrétaire général de M. Macron, et apparemment, ça ne lui a pas plu. Donc, ils ont essayé de nous retirer l'agrément. Après 7, 8 ou 9 référés, 1 an de bataille, M. Attal nous l'a rendu pour se venger de M. Macron. Tant mieux. Donc, on peut toujours se porter partie civile. Donc, aujourd'hui, quand un procureur veut étouffer une affaire ou la classer sans suite, l'association Anticor peut se porter partie civile. Voilà. Et vous avez eu des succès? Oui. Ben oui, on a des succès. Dis-toi bien que si jamais on n'avait pas porté plainte au niveau Anticor, il y a plein de dossiers qui seraient passés sous le tapis. Le dernier en date qui a fait un peu de bruit, c'est l'affaire Falco. Monsieur qui servait dans le frigidaire du conseil départemental alors qu'il n'était plus élu depuis 10 ans.
Oui, oui, il avait son nom sur le frigidaire et il avait interdit qu'il se faisait servir à table le week-end par des employés du conseil départemental. Il n'a toujours pas compris qu'on ait porté plainte. Bah oui, être élu, c'est fait pour servir, pas se servir. On pourrait dire que c'est le slogan de Anticor d'ailleurs. C'est le mien. Je ne sais pas si je suis Anticor, mais c'est le mien. Vous avez fait partie des fondateurs ou pas du tout? Non, non, non. Anticor, ça a été fondé en 2002, donc c'était suite à l'affaire le compromat qui avait été monté par Pasqua contre le juge Alphen. Donc c'est le juge Alphen qui avait monté l'association suite à ça. Bon, donc ça a quand même un certain temps, Anticor. Et c'est la seule association, il y en a trois qui peuvent se porter partie civile en France, c'est Anticor, Sherpa et Transparency International. Nous, on est spécialisés sur les élus. Ce qui les embête beaucoup. Je préférerais qu'on regarde ailleurs. Mais on n'a pas que les élus, on a un procès contre M. Bolloré, par exemple, aussi. Tout ce qui touche l'éthique et la justice en politique ou à côté économique. Alors passons justement au cœur de vos combats. Donc on va dire que c'est la probité et la moralisation de la vie politique. Oui. Tu me diras si c'est proche de la réalité. Tu dénonces très ouvertement les malversations politiciennes et tu as fait de la probité en politique ton cheval de bataille. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça en fait? J'en sais rien. J'en sais rien. Le fait que j'ai toujours défendu la veuve et l'orphelin et que mon premier combat, ça a été, je crois, à l'âge de 3 ans, quand il y avait 2 grands dans la maternelle qui embêtaient une petite fille, et j'ai défendu la petite fille, et puis ils m'ont jeté contre une barre, et j'en ai perdu dedans. Moi, je supporte pas que le petit soit flué par le gros. Je supporte pas qu'aujourd'hui, il y a des gens qui gagnent raisonnablement leur vie, au-dessus du SMIC, et qui dorment dans leur voiture, que pendant ce temps, il y a des gens qui s'en mettent plein les poches et qui ne partagent pas le gâteau. Je ne supporte pas que sur cette terre, il y ait quelques-uns qui décident et tous les autres qui soient obligés de subir. Donc voilà, je me suis placé du côté du petit, du peuple, plutôt que du côté des grands, des nantis, des oligarques. Encore une fois, j'ai une formule que j'emploie depuis 30 ans. Le pouvoir n'est intéressant que partagé. Or, eux, dès qu'ils ont le pouvoir, leur première préoccupation, c'est de le garder. C'est pas ça, être élu. C'est pas ça. Quand au contraire, tu as le savoir, ce qui est intéressant, c'est de le partager. Or, aujourd'hui, de plus en plus, et les gens ne se rendent compte pas, le savoir devient des prisons. C'est-à-dire que si tu ne payes pas pour avoir accédé à une application, tu ne sauras rien. Si tu ne payes plus ton abonnement, tu ne sauras rien. Donc aujourd'hui, le savoir de plus en plus est cadenassé. Et les gens ne s'en rendent pas compte. On subit. Donc tu as un côté chevalier aussi, presque Robin des Bois, on va dire. Je sais pas, je n'ai pas cette prétention, c'est juste ma conscience. J'ai 6 enfants, bientôt 7 petits-enfants. J'ai pas envie qu'ils vivent dans un pays de merde. Nous sommes quand même un pays des droits de l'homme. On est le pays où on a créé la sécurité sociale. On est un pays où il y a des retraites. On est en train de bousiller tout ça, sous des prétextes de libéralisme à outrance. Moi, j'ai visité plein de pays, hein. J'étais en Russie, j'étais en Ukraine, j'étais au Mali, j'étais au Tchad, j'étais en RDC. Il n'y a pas de retraite là-bas. Aux États-Unis, quand tu vas te faire soigner, la première chose qu'on te demande, c'est ta carte de crédit, avant de savoir de quoi tu es malade. Moi, j'ai envie de conserver tous ces avantages-là en France. Et les gens ne se rendent pas compte que petit à petit, ces gens-là sont en train de le détruire au profit d'un libéralisme à outrance. Et je ne suis pas je suis pas marxiste, hein, je ne suis pas communiste. Le libéralisme, je suis d'accord. Tu travailles beaucoup, tu gagnes de l'argent, c'est normal. Par contre, il y a un moment donné, il faut arrêter. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, pendant le Covid, tous les gens du CAC 40 ont fait des fortunes. Je dis bien des fortunes. Et pendant ce temps-là, il y a des queues de plus en plus longues de gens qui n'ont même pas de quoi manger. Les organismes de distribution de bouffe, aujourd'hui, ne savent plus comment faire. C'est ça la réalité de la vie. C'est ça quand on dit que tout va bien. Moi, je veux qu'on m'explique. Et qui c'est qui régit ça? Excusez-moi, c'est la politique. Mais sur les 2000 ou 3000 noms que j'ai mis sur mes 10 livres, tout ce que je mets est factuel. Je ne veux pas faire dans le complot de la rumeur. Alors après, est-ce que j'ai besoin d'un psy? Pourquoi je fais ça? Les gens qui disent que je crache dans la soupe. Je m'en fous, je fais ce que ma conscience me dicte de faire. Et qu'on ne me dise pas ça, que je fais ça pour l'argent. Je gagnais, il y a encore pas longtemps, 1 euro par livre. Alors c'est vrai,
J'ai vendu 250 000 livres en 9 ans. J'ai gagné plus de 250 000 euros. J'ai eu 70 000 euros d'impôts, normal, hein, j'ai rien à dire. 50 000 euros de procès. Faites-le des trucs. Je fais des conférences sur toute la France, je me déplace gratuitement. C'est-à-dire que quand j'ai fait une conférence n'importe quel endroit de France, je ne me fais pas payer. Faites le total. Hein. Ces gens qui me disent ça, que je fais ça pour l'argent, expliquez-moi. Non, je fais ça pour que les gens sachent. Parce que plus vous savez, moins ils peuvent. Le problème qu'on a en France, c'est que les gens ne savent pas. Ils ne se renseignent pas. Et les gens délèguent aux élus, et une fois qu'ils ont délégué aux élus, ils ne s'occupent plus de rien. Je dis non, il faut s'occuper. Il faut regarder, il faut lire. Plus vous savez, moins ils peuvent. Et plus on est transparent, moins il y a d'abus. Un des éléments, sinon l'élément le plus important en fait de vos combats, en tout cas ce que vous mettez le plus en avant, vous avez évoqué votre casier judiciaire, donc c'est le moment d'en parler. Je suis l'instigateur de la demande d'un casier judiciaire. Voilà, sur le casier judiciaire vierge. Alors pourquoi est-ce que vous en avez fait à ce point votre cheval de bataille? Mais c'est parce que c'est une folie. J'ai fait ça en 2013. Je veux dire, les gens d'abord ne savaient pas, quand j'ai lancé l'affaire, qu'il fallait un casier, les élus n'avaient pas de casier vierge. Ils pensaient tous que les élus étaient vierges quand ils se présentaient. C'est moi qui ai référencé les 396 métiers où on vous demande un casier judiciaire vierge pour travailler. Pompier, assistante maternelle, avocat. Je peux vous faire la liste. Il y a même des métiers aujourd'hui où on vous demande un casier judiciaire vierge tous les ans. Pire. Moi, j'ai acheté une petite maison en 2018 grâce à mes royalties, en Bourgogne justement, à Guerchy. Quand je passe chez le notaire, ça défile sur l'écran, je vois que le notaire a demandé mon casier judiciaire pour que j'achète ma maison. Donc même pour acheter une maison, on demande un casier judiciaire vierge. Il y a un moment donné, tu te poses des questions, pourquoi pas pour être élu? Par contre, pour être élu, tu peux être blindé, tu peux encore te présenter. C'est pas normal. Aujourd'hui, pour travailler dans une mairie, écoutez bien, c'est important. Pour travailler dans une mairie, il vous faut un casier judiciaire vierge. Si vous êtes condamné pendant que vous êtes fonctionnaire, on peut vous virer, et pire, dans le pire des cas, on peut même vous retirer votre retraite. Donc pour travailler dans la mairie, il vous faut un casier vierge. Pour diriger la mairie, non. Expliquez-moi. Expliquez-moi. Quand vous êtes comptable, vous avez truandé dans votre boîte de comptabilité. Non seulement vous êtes condamné, mais en plus on vous interdit de bosser dans une autre boîte de comptabilité. On est d'accord? Quand vous avez touché un gamin et vous faites des trucs avec des nanas pas bien, non seulement vous êtes condamné, mais vous n'avez plus le droit de fréquenter tel centre de loisirs, etc. Les élus, non. Et j'ai même appris un truc il n'y a pas longtemps sur le truc à côté, l'inéligibilité. Personne ne l'a noté dans les journaux aujourd'hui. C'est ça qui m'agace, parce que je trouve que les journaux sont quand même bien orientés. À ce que je sache, et je suis pas contre elle, quand on est d'accord. Il y a une dame qui s'appelle Marine Le Pen et quelques autres, comme Julien Audoul, qui ont été condamnés à une inéligibilité. Ouais, on est d'accord. Oui, tout à fait. Eh ben non, ils sont encore députés, les enfants. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es... Alors, et j'ai rien contre Marine Le Pen, parce que je trouve que son éligibilité est injuste. Par rapport à d'autres. Je ne dis pas que c'est injuste parce qu'elle a été condamnée, je dis que ce n'est pas normal que les autres ne l'aient pas été. Puisqu'à cette époque, tout le monde truandait au Parlement, sur les assistants, etc. Tous les partis politiques. Et il y a qu'elle qui s'est fait véritablement gauler. Pourquoi un député, entre guillemets, quand il est déclaré inéligible, ça ne marche pas avant la cassation? Alors qu'un élu local, un conseiller départemental, un maire, un adjoint, si jamais il est déclaré inéligible, c'est tout de suite, dans les 48 heures, le préfet... Il y a quand même un non-sens. Et pour revenir au casier judiciaire vierge, pourquoi 396 métiers? Et il y en a beaucoup plus. Parce que moi, à 396, j'ai arrêté de compter. Mais il y en a beaucoup plus. Pour travailler, il faut un casier judiciaire vierge. Pour être élu, il n'en faut pas. Moi, je veux qu'on m'explique. Et jusqu'à présent, je n'ai aucune explication. On dit, ouais, c'est à l'électeur de décider. Non. Si c'est valable pour être élu, pourquoi c'est pas valable pour travailler? Moi, j'ai même pire. Vous vous souvenez le film, le biopic qu'a fait Clint Eastwood sur les 3 Américains qui ont sauvé des gens dans le Transal, le truc pour aller en Angleterre. Clint Eastwood a fait un film. Tous les figurants du film ont été obligés de fournir un casier vierge pour faire une journée de figuration. Une journée de figuration, casier judiciaire vierge. Élu,
Non, pas de casier, je peux avoir un casier chargé, je me présente. Il y a un moment donné, il faudrait que la loi soit la même pour tout le monde. Et donc c'est un combat que je trouve juste. Et tant qu'ils ne mettront pas le casier judiciaire vierge pour être élu, je continuerai à le réclamer. Parce qu'entre nous, hein, ils sont tous d'accord. Tous les élus que j'ai rencontrés sont d'accord. À condition que ça soit valable pour le parti d'en face, pas pour eux. C'est-à-dire, quand tu vois les mecs de gauche, ils sont d'accord pour un casier vierge, mais pour les mecs de droite. Quand tu vois les mecs de droite, ils sont d'accord pour un casier vierge pour les mecs de gauche. Vous savez combien il y a d'élus qui ont signé ma pétition? Non. 2 députés. Nicolas Dupont-Aignan et mon copain Jean Lassalle. C'est les 2 seuls qui ont signé. Tous les autres ont trouvé des Mélenchon n'a jamais voulu signer, la droite n'a jamais voulu signer. Je les ai tous rencontrés. Non, 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 les autres, mais pas moi. Ça va, quoi, ça va. La loi doit être la même pour tout le monde. Si la loi du casier judiciaire vierge est valable pour un travailleur, pour un pompier, pour une assistante maternelle, il n'y a aucune raison que ça soit valable pour un élu qui, en plus, gère notre pognon. C'est-à-dire qu'en plus, un élu, c'est notre argent. Donc le mec, il a un casier chargé, il peut faire ce qu'il veut avec le pognon, et il peut continuer à se présenter. Ça va, quoi, ça suffit. Il faudrait que les gens se réveillent et se battent. J'ai lancé une pétition en 2013 sur mesopinions.com. Je ne sais pas, ça n'intéresse pas les gens. J'en suis qu'à 281 000 signatures. J'aimerais bien, moi, arriver au million comme sur certains trucs où les gens, d'un seul coup, s'affolent. Mais ça n'a pas l'air d'inquiéter les gens. Ils sont tous d'accord, mais ça ne les inquiète pas. Qu'un élu soit truand, c'est pas grave. Bah si, moi je dis c'est grave. Un élu, au contraire, ça doit être respectueux. Et aujourd'hui, le plus grave, c'est que quand les élus sont condamnés, selon le degré en haut de l'échelle, et ceci n'est pas un geste maçonnique, hein, qu'on se met d'accord, selon le degré en haut de l'échelle, les mecs sont de moins en moins condamnés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un élu met les doigts dans la confiture, j'ai l'impression pour certains, ça devient une circonstance atténuante. Alors que pour moi, ça devrait être une circonstance aggravante. Quand tu vois qu'un dénommé M. Balladur, quand même, quoi, l'affaire Karachi, je l'ai mis dans mon dernier livre, hein, j'ai mis le nom des gens qui sont morts dans le bus. Il a été condamné avec 2 mois avec sursis. 2 mois avec sursis. Tu te poses vraiment des questions. Et là, j'ai un gamin, parce qu'il avait volé en récidive un pot de yaourt dans un supermarché. Écoute bien, hein, je l'ai mis aussi dans le livre. 5 mois ferme. Il y a un moment donné, tu te poses quand même une question. 2 mois avec sursis, 11 morts, des millions d'argent détournés. Un pot de yaourt, en récidive dans un supermarché, 5 mois ferme. Tu te dis, il y a quand même un problème. Et je peux t'en citer plein des cas comme ça. Tiens, je vais t'en citer un que j'adore. Un type très riche, monsieur Arnaud, ça te parle? Monsieur Arnaud, je l'ai mis dans Pilleur d'État encore et encore, devait être condamné, écoute bien, à 1 milliard d'euros d'amende. C'est pas mal, on en cherchait 40 à l'époque, ça nous en a plus que 39 à gérer. 1 milliard d'euros d'amende. C'est ce qu'il aurait dû payer si la loi avait été appliquée par rapport au délit qu'on lui reprochait. D'accord? Tu sais combien il a payé? Non. 12 millions d'euros. C'est suite au fameux plaidé coupable que vous dénoncez. C'est ça, 50 centimes pour lui. 12 millions d'euros. Ça va, quoi. Toi, si tu fais une connerie, si tu es une petite entreprise, si c'était une PME et que tu ne payes pas, on peut venir te prendre ta maison. Et ils te prennent ta maison. Si tu t'es fait niquer par les crédits durant le Covid, là, qu'on a tous proposés aux petites entreprises et qui aujourd'hui ne peuvent pas payer, ils viennent te chercher ton pognon chez toi. 1 milliard d'euros d'amende, 12 millions à la finale. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et il faut que les gens le sachent. Parce que le problème, c'est que les gens ne le savent pas. Donc, il faut se battre pour que les gens savent. Donc, je continue à écrire tant qu'ils ne m'ont pas tué. Il y a quand même une contradiction pertinente à vous opposer. C'est que tu parles des pompiers, des comptables, mais ils ne sont pas élus. C'est-à-dire qu'il y a quand même une contradiction avec le suffrage universel. Est-ce qu'empêcher un homme ou une femme condamné, donc qui ont un casier judiciaire avec une mention, c'est pas porter atteinte à la liberté du suffrage et donc au suffrage mais je suis entièrement universel. d'accord. Dans ces cas-là, inscrivez la condamnation sur le bulletin de vote. Qu'au moins les gens soient au courant. Parce que le problème, c'est que souvent c'est caché. Souvent les gens ne le savent pas. Et c'est vrai qu'en plus, il faut savoir que ces gens-là qui ont une certaine notoriété, qui sont déjà installés, ils ont comme au golf, ils ont des handicaps d'avance. Donc pour eux, c'est encore plus facile. Et quand vous savez qu'en plus,
Aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens qui vont voter. Mais attends, pour les ripoux, c'est un bonheur. Donc moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Mais je voudrais que les chances soient égalitaires entre les petits candidats et les grands candidats ripoux. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parce que celui qui passe le plus à la télé, c'est celui qui est élu. Bah oui. Mais celui qui passe le plus à la télé, t'as remarqué, c'est quand même pas mal de ripoux. Dont on a des dossiers. Mais les gens, ils ne voient pas ça, ils ne comprennent pas, donc ils vont voter. Et quand vous avez que, tu sais avec combien est élu aujourd'hui un élu, en moyenne, d'électeurs? Combien de voix? En proportion ou En proportion. Non. 1,2 sur 10. 1,2 sur 10. C'est-à-dire qu'un type pour être élu, il est élu avec, en moyenne, 1,2 électeurs sur 10. C'est normal ça? Donc quand tu es un ripoux, et que tu es connu, et que tu as déjà fait un peu de clientélisme, c'est vachement facile d'être réélu. Tu sais, je le dis souvent, le remplaçant de Manuel Valls, Monsieur Choix, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Tu savais combien d'électeurs il a été élu? Député, hein. Dans la circo de Courcouronne. Ouais. 0,9 électeurs sur 10. C'est-à-dire que ce type-là est député avec moins de 1 électeur sur 10. C'est ça la démocratie? Inscrit sur les listes. Inscrit sur les listes, il a été élu avec 0,9 électeurs. C'est factuel, je fais que dans le factuel. Est-ce que c'est ça la démocratie? Qu'on te dit que c'est démocratique. Le remplaçant de Serge Dassault, que j'ai bien connu aussi, paix son âme, il a échappé à tous les procès qui allaient lui tomber dessus. Le remplaçant de Serge Dassault a été élu au conseil départemental avec 0,6 électeurs sur 10. Juste un peu plus d'un demi-électeur sur 10. C'est ça la démocratie? Et puis on va parler maintenant du truandage, parce qu'il y a des tas de gens qui te disent « Ouais, mais les élections sont truandées ». Non. Les élections aujourd'hui sont truandées à epsilon près. Encore aujourd'hui, epsilon près. C'est vrai, il y a encore quelques petits truandages. Mais quand tu as 0,6 électeurs pour te faire élire, si tu truandes sur 0,3, tu as déjà 50% des voix pour toi. Truandé, hein, payé, clientélisme, tout ce que tu veux. Des gens qui te doivent des choses, qui votent pour toi. Quand tu es élu avec 1,2, il suffit que tu truandes sur un demi-électeur et tu es quasiment sûr d'être élu. Donc s'il y avait 8 électeurs sur 10 qui allaient voter, même si tu truandes sur 0,3, c'est pas pour ça que tu gagnes. Et la démocratie meurt aujourd'hui parce qu'on ne s'en sert pas. C'est pour ça que tu défends l'obligation de voter. Mais oui, je défends le vote obligatoire, ça marche dans 96 pays. Je ne dis pas que c'est la panacée, je ne dis pas que c'est mieux. Mais au moins, en Belgique, même si ça se passe bien, ils ont 95% de votants. C'est imparable. Aujourd'hui, avec 1,2 électeurs, tu es élu à 100% des voix. Écoute-moi bien, tu es élu à 100% des voix. Allez voter, les enfants. Parce que vous savez ce qu'ils sont en train de nous préparer en plus? Ils sont en train de nous préparer le vote électronique généralisé. Et le pire, tu veux que je te dise? Les gens vont être d'accord. Parce que c'est vachement mieux. Tu pourras voter de chez toi, pendant la semaine, en famille. Tu auras une semaine pour voter. Et t'inquiète pas, c'est sécurisé. C'est des mensonges. Et je vais te donner un élément de langage, notez-le bien parce qu'il est important, par rapport au vote électronique, qui est imparable. Le problème du vote électronique, c'est que tu ne peux pas recompter les voix. Donc s'ils ont truandé derrière l'ordinateur au premier tour, c'est mort. Et là, la démocratie va vraiment mourir. Donc moi, j'incline les gens à aller voter. Et s'ils ne savent pas pour qui voter, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour qui je vote, hein, je me suis fait baiser par la droite, je me suis fait baiser par la gauche, je me suis fait baiser par un mec qui se prenait pour Kennedy et qui sautait une petite vieille. Pour qui je vote? Tu sais pas, bah votez blanc. Le jour où les blancs vont dépasser les exprimés, médiatiquement, ils sont morts. Ils seront obligés de reconnaître le vote blanc comme un vote politique. Donc ils sont très contents, selon toi, de Mais l'abstention. ils adorent. Je vais te donner un exemple bien précis par rapport à ça. Je l'ai aussi mis dans un de mes livres. Il y a 6 ou 7 ans, il y a une commission qui s'est réunie à l'Assemblée nationale pour savoir, écoute bien, s'ils allaient mettre le vote blanc dans les bureaux de vote. Candidat A, candidat B, un bulletin blanc. Ils se sont réunis pendant 15 jours. Alors, comme dans les commissions, il faut le savoir, hein, il y a tous les partis. Hein. La droite, la gauche, le Parti communiste, pas le RPR, je sais pas quoi, le LR, ils étaient tous. Au bout de 15 jours,
Le rapporteur de la commission est sorti des bureaux, et ce rapporteur, écoutez bien, s'appelait Jérôme Gage, qui est maintenant au PS et que je connais bien. Ce que je vais vous dire est factuel et vrai. Hein. Et ils ont annoncé officiellement qu'ils ne pouvaient pas mettre les bulletins de vote dans les bureaux de vote, les bulletins blancs dans les bureaux de vote, parce que ça allait coûter trop cher. Je te jure que c'est la réponse officielle qu'a fait Jérôme Gage sur le fait de mettre les bulletins blancs dans les bureaux de vote. Quand tu réfléchis, c'est pas ça la vraie raison. C'est qu'ils se sont très vite rendus compte que s'ils mettaient les bulletins blancs dans les bureaux de vote, les bulletins blancs allaient exploser en nombre. Donc ils ne l'ont pas fait. Ils ne veulent pas. Ils sont tous contre l'abstention, mais ils sont tous contents que les gens n'aillent pas voter. Parce que moins il y a de gens qui votent, plus c'est facile d'être élu. Et puis toutes les dés sont pipés, parce que je cite un autre exemple bien précis par rapport à ça. Quand tu as un grand caïd de la politique qui se présente à une élection locale ou départementale, etc., est-ce que tu as souvent vu un autre grand caïd du parti opposé se présenter contre lui? Alors, c'est déjà arrivé, à un moment, il y a eu Mélenchon contre Marine Le Pen. Oui, sauf quand c'est médiatique. Et quand tu as une main. Mais hormis ces exemples, entre guillemets, médiatiques, en général, est-ce qu'il y a ça? Le grand élu de droite, un petit peu connu, il se présente dans un endroit, celui de gauche, il se présente dans un autre, mais jamais l'un contre l'autre. Parce que dans ce genre d'élection, il y a un perdant. Or, ils veulent tous être gagnants. Donc, ils se présentent, et puis il y a des challengers, le petit élu du coin, le petit jeune qui monte, mais jamais un type à la même hauteur médiatique que lui. Jamais. Alors, c'est arrivé de temps en temps. Hein. C'est l'exception en France qui s'appelle confirmer la règle. Mais en général, ils se gardent bien leur propre fief. Et ça, non plus, c'est pas logique. Parce que moi, je demande le vote obligatoire. Je demande aussi, et ça se fait dans 96 pays, qu'on ne me dise pas que c'est pas possible, et je vais te dire en plus, ça existe déjà en France. Aux élections sénatoriales. Eh ouais. Donc ça se fait. Moi, en tant que conseiller régional, j'ai voté aux élections sénatoriales. Et tu veux que je te dise le pire? J'ai été payé. C'est-à-dire qu'en votant aux élections sénatoriales en tant que conseiller, j'ai gagné 100 €. Alors justement, comment ça marche le vote obligatoire? Parce que est-ce qu'il faut mettre, je crois qu'en Belgique, il y a une amende si on vote pas. Oui, il y a une amende de 50 €. Est-ce qu'on déplace le jour du scrutin? Est-ce qu'on indemnise les gens pour se déplacer au bureau de vote? Non, non, en Belgique, il y a une amende si jamais tu ne vas pas voter 2 fois, 250 €. Mais en général, elle n'est pas appliquée parce que le fait de mettre en place cette amende, ça coûterait plus cher que ce que le mec va payer. Tu vois. Donc en général, il ne faut pas. Mais il y a quand même 95% de votants. Donc derrière, même si ce n'est pas le meilleur système, hein, encore une fois, c'est mieux que 80% de gens qui ne vont pas voter. Parce que c'est ce qui se passe en ce moment en France. Les gens sont tellement dégoûtés qu'en général, ils ne vont même pas voter. Et ça, c'est grave. La démocratie, écoutez bien, ne s'use que si on ne s'en sert pas. C'est l'inverse des piles d'air. L'inverse des? Des piles d'air. Tu es trop jeune pour avoir connu ça. Bernard Tapie. Les piles d'air ne s'usent que si on s'en sert. Et bien, l'élection ne s'use que si on ne s'en sert pas. Et les gens ne se rendent pas compte. On est quand même dans un pays, rappelez-vous les enfants. Moi, je hurle après les femmes. Les femmes, ils ont le droit de voter depuis quand? 1945 ou 46? 46. Avant, ils avaient le droit d'être à la maison. Depuis 1972, ils ont le droit de signer un carnet de chèque tout seul et d'aller travailler sans l'autorisation du mari. Et les femmes ne vont pas voter. Mais mesdames, vous avez vite oublié qu'il y a encore 60 ans, vous étiez cantonnés à rester à la maison et surtout à rien dire. La démocratie, il faut s'en servir. La meilleure façon de se débarrasser des élus ripoux, c'est d'aller voter contre. Or, les gens ne le font pas. Comment ça se fait que des Balkany, que des Guérini, que des Wörth soient encore des gens élus? Bah ça, c'est d'ailleurs une contradiction aussi qu'on peut vous opposer. Ouais. C'est qu'après tout, si les gens, si les Français veulent voter pour reprendre ton expression, des ripoux, Est-ce qu'ils ont la qui totalité es-tu pour Est-ce qu'ils ont la totalité juger? de l'information? Est-ce qu'en face, il y a des gens? Est-ce que tous les gens ont la même propagande? Tu prends une élection. Moi, je suis pour, par exemple, un truc bien simple, que tous les candidats à une élection, écoutez bien, c'est important les mots, aient la même propagande. Je n'ai pas dit le même argent, hein. La même propagande, de façon obligatoire. C'est-à-dire que candidat A, 2 tracts, candidat B, 2 tracts, candidat C, 2 tracts. Candidat A, 2 meetings, candidat B, 2 meetings, candidat C, 2 meetings. Candidat A, 50 petits fours, candidat B, 50 petits fours, candidat C, 50 petits fours. Tous les candidats. De façon à ce que les gens se rabattent sur le contenu
et non sur l'apparence. Est-ce que je suis clair? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est celui qui a le plus de pognon, c'est celui qui est le plus connu, c'est celui qui médiatiquement paraît le plus, c'est celui qui serre le plus de main, qui fait le plus d'inaugurations, qui a le plus beau costume, qui est élu. Est-ce que ça, c'est normal? Parce que, ok, mais les gens sont manipulés. On se souvient de l'élection d'Emmanuel Macron, où justement une partie des gens qui étaient en 2017, une partie des gens qui étaient interrogés devant les bureaux de vote disaient, ils ne savaient pas exactement pourquoi ils allaient voter pour Emmanuel Macron, mais une chose qui est sortie plusieurs fois, c'est il est séduisant, il est beau, C'est ça. Il présente bien. C'est ça. Mais c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, il y a une différence énorme entre les candidats. Rappelez-vous quand même que M. Macron, pour la petite histoire, en 2007, a eu 64 couvertures de magazines. 64 couvertures de magazines. On voyait que lui. Et puis, il était beau, il était jeune, etc. La même propagande pour tous les candidats, que ce soit de Poutou à Macron. Tous la même propagande. Et là, déjà, ça risque déjà de changer les choses. Mais tu sais qui c'est qui n'est pas d'accord, là, encore pour ça? Le peuple. Pourquoi? Parce que dans le marasme aujourd'hui, celui qui fait le plus de petits fours, il gagne. Celui qui fait le plus de meetings, qui les fabrique, qui loue les spots, qui loue la salle, les déplacements, les voitures, les taxis, etc. Tout le monde croque sur une élection. Je rappelle quand même qu'une élection présidentielle, au deuxième tour, tu as le droit de dépenser 22 millions d'euros. Ce qui n'est pas le cas, hein. Je le dis tout de suite. Parce qu'il y a un type qui s'appelle Sarkozy, c'est ça, hein, qui lui s'est fait gauler à hauteur de 50 millions d'euros. Quand même. Donc ils dépensent tous plus en plus. Et le pire, je le mets dans pilleur d'État encore et encore. Écoute bien ce que je dis est factuel. Toutes les campagnes financières électorales des présidentielles depuis Mitterrand ont été truandées. Toutes. L'organisme de contrôle le savait et l'organisme de contrôle a fermé les yeux. On ne rend pas inéligible un président de la République. Mais c'est quoi ça? Tu rends bien inéligible un petit élu? Eh ben non. Toutes les campagnes financières des présidentielles depuis Mitterrand ont été truandées, y compris Jean-Marie Le Pen. Toi, je mets tout le monde dans le même sac, hein. Toutes les campagnes financières ont été truandées. Et le truc marrant, c'est que l'organisme de contrôle, j'ai plus son nom en tête là, mais je l'ai dans le bouquin, il fallait quand même qu'il y ait un coupable pour savoir qu'ils existaient. Donc ils ont chopé un candidat une fois, qui avait, je dis une bêtise, hein, il a truandé sur 30 euros, sur les 900 000 euros qu'avait coûté sa campagne. Un petit candidat sympathique comme tout, mais voilà. Lui, il a dépensé 900 000 euros, ils l'ont allumé, il a été inéligible, il a été obligé de rembourser, il n'a pas été remboursé. Tous les autres ont truandé, ils n'ont rien eu. Et on a dit OK. Ça va, quoi. À un moment donné, quand tu sais ça et que tu en as les preuves, tu deviens fou, quoi. J'ai le même, et je l'ai mis d'ailleurs dans pilleur d'État encore et encore. Il y en a à qui ça ne va pas plaire. Toi, tu es un peu jeune, mais l'affaire Tibéri, qui a quand même duré 21 ans. Depuis le début, il savait qu'il avait truandé ses électeurs. Depuis le début, il savait qu'il y avait des adresses où il n'y avait pas d'électeurs. Il le savait. Ils ont laissé faire. Ils ont laissé faire. C'est pas ma notion de la démocratie. Le vote obligatoire, le casier vierge obligatoire ici. L'idée derrière, quand même, c'est qu'il y ait un renouvellement du personnel politique. En tout cas, de nettoyer, on va dire, les têtes qui dépassent. Déjà, avec le casier vierge, on va nettoyer un petit peu. Oui, mais on a vu... Avec le vote obligatoire, on va nettoyer aussi. Il y a eu un nettoyage en 2017. Non. Je vais donner un exemple bien précis. Alors, c'est vrai qu'il y a eu l'annonce... Il y a eu renouvellement. Non. Des visages. Il y a eu l'annonce d'un renouvellement. Il y a eu de la communication sur un renouvellement. Moi, j'ai les preuves aujourd'hui, encore une fois, que sur le premier gouvernement Macron élu en juin 2017 à l'Assemblée nationale, qui était soi-disant des gens qui allaient changer la politique, qui allaient faire autrement, qui avaient été choisis par Internet, enfin bref, il y a 87 des députés n'ont pas mis les pieds à l'Assemblée nationale pendant 1 an et demi. C'est ça le renouvellement? Ce qui veut dire quoi? Ah ben oui, c'est le renouvellement. Ouais. C'est des gens qui n'ont pas d'expérience politique. Oui, ça veut dire surtout qu'ils ont fait pire, entre guillemets, que ceux d'avant. Donc ce n'est pas les gens qu'il faut mettre en cause. Parce que tu auras beau faire du renouvellement de tête 10 000 fois à l'Assemblée nationale, si tu ne changes pas le système, les gens, ils se pourrissent très vite. Hein.
Quand tu regardes ce qu'ont voté, entre guillemets, les députés macronistes, tu deviens fou. Il y a même des fois où il n'y avait que 2 députés dans l'Assemblée, parce que aussi c'est une particularité de l'association, il y a un seul député, il ne doit pas être voté. C'est quoi ce truc-là? Dans une association, si jamais tu n'as pas le quorum, si tu n'as pas 50% des voix, tes motions ne passent pas. On est d'accord? Eh ben non. À l'Assemblée nationale, si tu as un seul député qui vote, la loi peut passer. C'est quoi ce bordel? Dans le règlement intérieur du Sénat, un sénateur peut avoir jusqu'à 100 pouvoirs par sénateur. Ils sont 357, ils viennent à 3, ils peuvent voter à 300. C'est quoi ces lois à la con? Mais les gens ne savent pas. Ils ont l'impression que la démocratie, c'est bien, c'est pour eux. Non, non. La démocratie, apparemment, elle n'est que pour le peuple. Eux, ils ne sont pas en démocratie. Aujourd'hui, on ne vit pas d'ailleurs en démocratie. J'ai une formule bien précise par rapport à ça. On est maintenant en démocrature. On n'est plus en démocratie. On n'est pas encore en dictature. On est en démocrature. Et le peuple, c'est des moujons. À moitié mouton, à moitié pigeon. Ça te laisse dubitatif? Non, 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 mais c'est juste que j'ai déjà entendu cette expression ailleurs, moujon. Ah bah ça, c'est moi qui l'ai sorti. Là, donc. On l'a vu depuis quelques années, on la voit pas mal. Enfin, un autre de vos combats, en plus on va dire, c'est le trio Pasco. C'est le casier judiciaire vierge, l'obligation de voter et l'interdiction assez radicale du cumul des mandats. Ah bah oui. C'est-à-dire que tu es pour un mandat, une personne, ouais. Aucun cumul. Maintenant, oui. Honnêtement, j'en suis revu. Avant, j'étais à 3 mandats, après 2, et en fin de compte, c'est des conneries. Un seul mandat, ça suffit. Si le truc marche bien, pourquoi tu veux être là plusieurs fois? Avant, moi je l'ai connu, hein, tu allais faire ton service militaire, tu rendrais service à la nation, puis tu rentrais chez toi. Et bien là, pourquoi on ne prendrait pas ce système? Tu deviens élu une fois parce que tu as envie de servir la société, etc. Puis une fois que tu as fait ton mandat, tu rentres chez toi. Quelle est l'obligation d'avoir plusieurs mandats? Est-ce que c'est le cumul des mandats ou est-ce que c'est le nombre le cumul est non, parce que pour moi c'est pareil. Hmm. Je veux dire, je rappelle quand même que j'ai découvert des élus qui sont dans mes bouquins qui avaient jusqu'à 46 mandats en même temps. Expliquez-moi comment un être humain peut avoir 46 mandats en même temps. Puis pas des petites villes, hein. Moi j'étais maire adjoint de la mairie d'Évry, je peux t'assurer que je passais du temps, hein. Parce que c'était pas une petite ville, donc il y avait des choses à faire. Donc ces gens-là sont 46 mandats, je crois que c'était dans le nord de la France, etc. C'est de la barre ou je sais pas quoi, 46 mandats. Donc je suis contre le cumul des mandats, dans une certaine mesure, hein, et je suis contre le fait d'avoir plusieurs mandats de suite. C'est clair, net et sans bavure. Et M. Macron, là aussi, nous a menti là-dessus. Oui, parce que tu lui avais proposé, toi et d'autres, hein, il avait accepté sur le cumul des mandats. Ah non, non, c'est pas sur le cumul des mandats, j'ai rien. Moi, il m'avait accepté le casier judiciaire vierge. C'est là où il m'a menti officiellement. D'accord. Donc ça, c'est autre chose. Ce menteur. Fais-moi un procès, Macron, s'il te plaît, sur le casier judiciaire vierge. Il m'a envoyé en mars 2017, il m'a envoyé un copain qui s'appelait Julien pour dire Pasco, t'es l'instigateur, fais-moi un petit mot sur le casier judiciaire vierge que je le mette dans mon programme. Je l'avais fait pour Jean Lassalle, je l'avais fait pour Asselineau, je l'avais fait pour Nicolas Dupont-Aignan. Je lui fais un petit mot, il met ça dans son programme, page 27. J'étais content. Il en parle avec Asselineau lors du débat à 11 télévisé. Il cite mon nom. Je dis, ah, putain, ça y est, c'est la gloire. Et le casier judiciaire, ça va passer. 2 jours avant le deuxième tour, le même Julien revient me voir en me disant tu sais, Philippe, pour le casier judiciaire, on ne va pas pouvoir le faire, Bayrou n'est pas d'accord. Et tu vois la porte là, tu la prends et tu diras à ton patron, monsieur Macron, que maintenant je vais le traiter de menteur. Et depuis, je le traite de menteur sur le casier judiciaire vierge, comme pour plein d'autres trucs. Mais là, il n'a vraiment pas tenu sa parole, ni ses promesses électorales. Donc François Bayrou, c'est l'anti-Pasco. Je ne sais pas si c'est l'anti-Pasco, mais bon, ça va quoi. Quand tu vois qu'ils ont sorti le premier truc qu'ils ont fait, la modernisation, c'était pas la modernisation, c'est la remise en ordre de la vie politique en France, un des premiers trucs quand il était garde des Sceaux, qui n'a pas duré longtemps, où il devait arrêter la Cour de justice, où il devait faire que les élus faisaient 3 mandats maximum, et après ils pouvaient enfin... Ils ont tenu aucune de leurs promesses. D'ailleurs, j'ai un truc vachement simple, il faut que juste les gens me disent, depuis 2017, on est d'accord, hein, y a-t-il eu une seule chose bénéfique
pour le peuple. Ça, c'est au jugement de chacun. Non, Il y a non. forcément des gens qui vous Non, diront... mais dites-moi. Jusqu'à présent, personne n'a pu me dire. Dans la police, Il y a des gens qui vous diront que, par exemple, la L'hôpital suppression de la taxe d'habitation sur mais sur la résidence principale... elle a été reportée sur la taxe. Ah oui, Quand tu vois qu'il y a peut-être, 140% d'augmentation, donc ça, c'est pas vrai. Moi, je veux des chiffres. Les hôpitaux, ça va mieux. L'école, ça va mieux. La justice, ça va mieux. Les prud'hommes, ça va mieux. Il ne devait plus y avoir de SDF. Il n'y en a plus. Expliquez-moi, donnez-moi une chose bénéfique pour l'ensemble du peuple. Les impôts ont baissé? Le travail a augmenté? Le chômage a baissé? On vous répondra que oui. Ou, pardon, moi je vais vous répondre non parce que j'ai les preuves. C'est sûr que quand on vous retire 500 000 personnes des chiffres du chômage, parce qu'ils n'ont pas reçu un mail, qu'ils n'ont pas lu, qu'ils n'ont pas eu, c'est sûr que le chômage baisse. Quand on truande avec les chiffres, c'est sûr qu'on peut leur faire dire ce qu'on veut. Et j'affirme aujourd'hui qu'il y a plein de choses qu'on nous dit qui sont du truandage. Du truandage simple, de la communication. Quand aujourd'hui, par exemple, on vous dit que si ça va mal en France, c'est à cause de la fraude sociale. Aujourd'hui, on essaie de manipuler les gens en leur expliquant. La fraude sociale globale, c'est 13 milliards d'euros. D'accord? C'est pas rien. Non, c'est pas grand-chose par rapport au reste du budget, c'est que dalle. C'est parce qu'on ne se rend pas compte à un moment donné. Hein, on ne se rend pas compte. Sur les 13 milliards de fraude sociale, il y a 5 milliards, en gros, hein, je parle en gros chiffres, de fraude sociale, RSA, etc., etc. Et il y a plus de 7 milliards de fraude de cotisation patronale. C'est pas pareil. Sauf qu'on ne nous parle pas de ça. On ne nous parle que du type du RSA. Ce qu'on oublie de dire aussi dans la fraude sociale du RSA, il y a quoi dedans? Il y a le petit vieux qui ne sait pas remplir son truc parce qu'on lui demande de scanner et qu'il n'a pas de scanner. Pauvre fraude. Il y a les gens qui sont RSA, entre guillemets, qui sont RSA, dont le fils a travaillé pendant 2 mois pendant les vacances d'été, petit job, hein, etc. Ils ont oublié de le déclarer. Fraude sociale. Il y a la personne qui est au RSA et qui d'un seul coup, pendant 3 mois, 4 mois, vit avec quelqu'un qui n'est pas au RSA. Qui n'est pas au RSA. Fraude sociale. Ça change, hein? C'est vraiment de la fraude, ça, ou c'est des oublis, des erreurs, des machins? Eh bien, c'est considéré comme de la fraude sociale. Et ça, c'est dans les 5 milliards. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas des connards qui truandent. Hein. Il y a quelques connards qui truandent sur les 500 ou 600 euros du RSA. Mais il y a plein de choses où c'est uniquement... Et le pire dans ces choses-là, c'est que, bizarrement, pour lutter contre la fraude sociale, du petit vieux au RSA qui n'a pas son scanner, de la nana qui oublie de déclarer son fils, qui a bossé 2 mois pendant les vacances d'été, donc ça devient de la fraude sociale, donc on lui reprend de l'argent. Ils ont embauché du personnel pour les traquer. Alors que par contre, pour la fraude patronale sur les cotisations sociales, ils n'ont embauché personne. Je rappelle quand même qu'entre la fraude sociale, 5 milliards, et la fraude fiscale, il y a quand même un petit écart de 100 milliards d'euros. Oui, c'est vrai. Et là, bizarrement, on n'embauche personne. C'est pas vrai. Pardon? Prouve-moi-le. Moi, je peux te prouver qu'ils n'embauchent pas. Prouve-moi-le. Il y a bien une... S'il y a un contrôle fiscal, il y a une lutte contre la fraude fiscale. Mais il n'y a rien du tout, c'est peanuts par rapport à ce qu'ils pourraient faire. Il y a un type qui s'appelle Gérard Filoche, c'est ça? Oui. Qui a dit un type très intelligent il y a quelques temps, il ne dit pas tout le temps un truc intelligent. Hein. Il a dit voilà, on embauche 1000 contrôleurs pour la fraude fiscale. Hein. 1000 contrôleurs. En 1 an, ils ont remboursé 10 fois ce qu'ils contrôlent. Pourquoi ils ne le font pas? Le dessus de l'iceberg, c'est ce qu'on voit. Donc on sait qu'il y a plus de 100 milliards de fraude fiscale. On n'arrive pas à savoir ce qu'il y a en dessous de l'iceberg. C'est beaucoup plus que ça. Et pendant ce temps-là, on va aller faire chier la mémé, la famille qui a oublié de déclarer les 2 mois d'emploi d'été de leurs gosses parce qu'ils sont RSA. Il y a un moment donné, il faut arrêter les conneries. Est-ce que vous craignez pas avec... parce que vous êtes très radical sur ces questions-là. Radical au sens propre, c'est-à-dire que vous allez jusqu'au bout. Alors je préfère que tu dises au sens noble. Je ne suis pas Robespierre. Admettons que le sens propre soit noble. C'est important les mots. Admettons que le sens propre soit le sens noble. Vous êtes très radical sur la probité en politique. Est-ce que vous ne craignez pas 2 choses? 1,
qu'on se retrouve avec un scénario à la 2017 en pire, c'est-à-dire l'inexpérience totale du monde politique, dans un système institutionnel qui par ailleurs demande de l'expérience. Alors peut-être que c'est un problème en soi, hein, mais vous pourrez éventuellement, vous avez peut-être un avis sur la question. Et deuxièmement, est-ce que vous n'allez pas trop loin en fait quand tu dis que c'est un système mafieux, enfin qu'on est en train de devenir un système mafieux, est-ce que c'est pas aller trop loin? Non, j'affirme et je prouve. Est-ce qu'on risque pas de tomber dans un système de contrôle permanent en fait? Non, 2018. Ça te parle? 21 ministres avaient déjà eu affaire à la justice et au fisc. J'ai fait des études approfondies sous le gouvernement Hollande. J'ai référencé 30% des membres de gouvernement qui avaient eu affaire à la justice et au fisc. 30%. Sous le gouvernement Macron, j'ai dépassé les 60%. Moi, je n'ai pas l'impression d'être trop. 60% des ministres 60% des membres du gouvernement de Macron depuis 2017 ont eu affaire soit au fisc, soit à la justice. Quand tu es élu, tu dois être irréprochable. C'est trop facile de dire il faut de l'expérience. Je suis désolé, plus tu montes en hauteur, il y a ce qu'on appelle une administration. Si un élu est correct, l'administration, elle suit. Parce qu'en fin de compte, plus tu montes en haut, tu as plein de gens autour de toi. Hein. Donc il ne faut pas croire qu'il faut beaucoup d'expérience pour être élu. Hein. C'est un mensonge, ça aussi. Hein. On te dit qu'il faut être très intelligent pour être élu. Ça aussi, c'est un mensonge. Moi, personnellement, j'ai connu un élu, un adjoint au maire, chargé des finances. Écoutez bien, parce que ce que je dis est factuel. Chargé des finances sur une grande ville de France, pendant plus de 20 ans. Ce mec-là était analphabète. Il ne savait ni lire, ni écrire. Adjoint aux finances. Je le sais puisque c'est moi qui faisais ces lettres. On a besoin d'être intelligent pour être élu. 25 ans. Pour être élu aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est de la probité et du bon sens. Pas du sens unique. Et aujourd'hui, la plupart des élus ont un sens unique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un élu de droite, si un élu de gauche propose quelque chose de bien, ça peut arriver. Hein. Ben, comme c'est un élu de gauche, je ne le vote pas. Si un élu de gauche, avec un élu de droite qui propose quelque chose de bien, comme c'est un élu de droite, je ne le vote pas. Ça va, quoi. Du bon sens. C'est ça qu'il faut pour être élu. Et on n'a pas besoin d'être intelligent. D'ailleurs, excusez-moi, mais le seul truc où on ne demande pas de diplôme, c'est pour être élu. Hein. Donc ça prouve bien que. Ce qui n'empêche pas de fortes inégalités de représentation des professions. Tu sais qu'à l'Assemblée nationale, des ouvriers et des agriculteurs, il y en a très peu. Mais parce que tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps quand tu es ouvrier de faire de la politique. Tu n'as pas le temps. Parce que les moyens accordés à ces gens-là ne sont pas possibles. Quand tu es enseignant, c'est facile de faire de la politique. Je pèse mes mots. Hein. Enseignant, c'est un noble métier. Mais il y a un certain nombre de métiers, cadre supérieur, etc., où tu peux dégager du temps, entre guillemets, pour faire de la politique. Quand tu es ouvrier, non. Quand tu as 4 heures de transport par jour pour 1500 balles, que tu es obligé de faire des petits boulots au noir le week-end, que tu as tes gosses, etc., tu n'as pas le temps. Tu subis. C'est pour ça que je dis qu'il faut la même propagande, le vote obligatoire, un cas judiciaire, pour que tout le monde soit sur un niveau égalitaire. Tu sais qu'aujourd'hui, pour faire une campagne de député, minimum, allez, 20 000 à 50 000 euros. Si tu n'es pas capable d'aligner 20 000 à 50 000 euros, c'est même pas la peine de te présenter à une élection. Hein. Soit tu es dans un parti, tu es un féodé, mais si tu veux le faire en tant qu'indépendant, tu ne peux pas. Sauf si tu es riche, sauf si tu as du temps. Ce n'est pas le cas des ouvriers. Donc ça, c'est trop facile, ce genre de truc, de dire que et que ça. Non, non, c'est parce que les moyens ne sont pas en place pour que ces gens-là puissent se présenter. Et donc, à partir du moment où tu ne peux pas te présenter, bah, tu délaisses au fur et à mesure. Tu délègues. Et ces gens-là profitent de toi. 20 000 euros, tu les as, toi? Si tu les as pas, tu ne peux pas être député. C'est clair, net et sans bavure. Ça pose déjà un problème. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs. Parce qu'en plus, il faut savoir qu'un agriculteur, sur sa ferme, c'est tous les jours qu'il doit aller traire ses vaches. Un ouvrier, c'est tous les jours qu'il doit aller pointer à la pointeuse. Un ouvrier, je veux dire, si tu te présentes à une élection, tu as 11 jours ou 15 jours pour faire ton élection, etc. Mais c'est hyper compliqué déjà en plus. Il faut que tu demandes au patron, à ton chef de service, qu'il soit d'accord, qu'il te signe un papier. Il faut que tu pointes. Alors que dans certaines professions, tu n'as pas besoin. C'est sûr que quand tu es avocat, quand tu es chirurgien, ton emploi du temps, c'est toi qui le fais. Donc c'est déjà beaucoup plus facile pour faire de la politique et être élu. Ce n'est pas une question de ça, c'est une question sociétale. Et là aussi, tous les gens ne sont pas au même niveau pour pouvoir faire de la politique. Je veux dire, plus tu montes, plus tu as des gens autour de toi.
pour t'expliquer. Et on ne peut pas être compétent dans tout. Un élu dans une grande commune, il n'est pas forcément compétent dans la voirie, il n'est pas forcément compétent dans les tuyaux, il n'est pas forcément compétent dans l'agriculture. Donc il y a des gens autour de toi, des techniciens, d'une administration qui t'expliquent, qui te donnent des fiches. Après, c'est toi qui choisis. Après, c'est toi qui décides. Avec bon sens. Et aujourd'hui, ils n'en ont pas. Ils en ont de moins en moins. C'est qu'est-ce que ça me rapporte? Est-ce que ça va être bon pour ma prochaine élection? Parce que c'est pas facile de prendre des décisions. Moi, le premier, quand j'ai été élu, je me suis fait bananer parce que des fois, je ne prenais pas les décisions que le peuple attendait, entre guillemets. Combien de fois j'ai des gens qui sont venus me voir en me disant allez Philippe, je te connais depuis 10 ans, tu peux m'obtenir un logement? Je pouvais. Hein. Un coup de fil à donner et puis ça passait crème. Ouais, mais attends, t'es prioritaire? Ben non. Ta femme t'a jeté ou t'es à la rue avec tes enfants? Ben non. T'as pas d'argent? Ben non. Bon, bah tu fais la queue. Oh putain, tu te prends pour qui? T'as la grosse tête. Ben puisque c'est comme ça, je voterai pas pour toi. Oui, il y a un phénomène de clientèle, en fait. Exactement. Et quand tu joues pas le phénomène de la clientèle, c'est les gens eux-mêmêmes qui t'allument. Ouais, moi, je suis contre les élus pourris. Hein. Les élus pourris, j'en veux pas. Ah oui, mais pas le mien. Tu comprends, le mien, je le connais. Il emmène ses gosses à l'école, il connaît ma femme, il a trouvé du travail, il m'a fait sauter mes PV. Ils peuvent de moins en moins. Il m'a fait sauter mes PV, il m'a trouvé un boulot à la mairie. Ben ouais, mais non. Moi, j'ai toujours dit, mon frère met les doigts dans la confiture, je vote pas pour lui. Mais les gens sont pas comme ça. C'est les autres. Les élus pourris, pour les mecs de droite, c'est qu'à gauche. Les élus pourris, pour les mecs de gauche, ils sont qu'à droite. Non, il y a des élus, il y a des pourris partout, parce que c'est le système qui est vérolé. C'est pas la personne. Et quand tu prends les élus qui ont été élus en 2017 pour changer la politique, parce qu'ils étaient, eux, des nouveaux politicards, pour beaucoup, ils ont été pires que les anciens politicards. Pire. Je ne reprends pas toutes les déclarations qui ont été faites parce qu'on n'aura pas gaille. Donc ça veut bien dire que ce n'est pas les gens qui sont pourris, c'est le système qui pourrit les gens. C'est pour ça que tu parles d'un système de mafia, de corruption généralisée. Oui, après, une fois que tu es dedans, tu croques. Hein. Moi, je me rappellerai toujours, c'est à l'époque, il y avait l'IRFM, il y a une nana que j'adore, qui a été députée, qui n'a pas été réélue parce qu'elle était honnête, justement, qui s'appelle Isabelle Attard. Elle me racontait un truc où que la première fois qu'elle était à l'Assemblée nationale, elle rentre dans l'hémicycle, et il y a deux vieux briscards qui la chopent en disant « Viens, on va t'expliquer comment truander sur ton IRFM ». Ça faisait un quart d'heure qu'elle était dans l'hémicycle. Hein. « Viens, on va t'expliquer comment truander sur ton IRFM ». C'est pas ce que j'attends d'un élu. Moi, j'ai fait 25 ans d'élu, je me suis fait rembourser une fois une note de restaurant. Une fois, en 25 ans. Parce que j'avais des frais qui étaient faits pour ça, et donc je m'en servais. Moi, j'ai des élus que j'ai mis dans pilleurs d'État encore et encore, qui aujourd'hui, des députés, hein, qui se font rembourser 3 fois leur note de restaurant, par jour, le midi. C'est-à-dire qu'ils déjeunent le midi 3 fois, puisqu'ils se font rembourser 3 fois. Moi, je me dis, comment tu fais pour manger 3 fois le midi? Et ça passe, jusqu'à ce qu'ils se fassent gauler. Mais tout est fait en plus pour qu'il n'y ait pas de contrôle. Tu sais, il y a un truc que je dis souvent, partout est contrôlé aujourd'hui. Hein. Et de plus en plus, hein. On est d'accord. Contrôlé dans le boulot, contrôlé dans ce que tu écris, contrôlé sur Facebook. Si tu parles trop sur tel machin, tu te fais tout de suite machiner. Il y a même des gens aujourd'hui qui parlent sur Facebook où les flics débarquent à 6 h du matin parce qu'ils ont parlé de tel pays alors qu'il faut parler de l'autre. Soit tu es pour l'Ukraine, soit tu es pour Poutine. Aujourd'hui, ça devient chaud. Hein. Tu es contrôlé partout, sauf en tant qu'élu. Un élu, ça détourne de l'argent, mais c'est jamais quasiment condamné à rembourser l'argent qu'il a détourné. Pourquoi? Pourquoi? Quand c'est condamné? Quand c'est condamné? Moi, je trouve qu'un élu, ça devrait être au même niveau que les autres. Au même niveau. Et malheureusement, de plus en plus, ça devient endémique. Parce que pourquoi il ne continuerait pas, puisque ça ne bouge pas? Alors, de temps en temps, on a un ex-président qui est condamné à 5 ans de prison et qui va faire 20 jours de prison. Mais là, même là, le peuple, il hurle au machin. En disant, c'est pas normal, un ex-président, ça la fout mal. Non. Moi, je dis que si un ex-président est condamné sur, entre guillemets, c'est que la justice est passée, entre guillemets, et que la démocratie n'est pas si mauvaise que ça. Et les gens oublient qu'il n'y a pas que lui, parce qu'on oublie toujours une partie du détail dans la communication. Dans cette histoire d'association de malfaiteurs... Tu parles de Nicolas Sarkozy. Ben oui, je parle de Nicolas. Il n'y a pas que lui qui a été condamné.
C'est une association de malfaiteurs. Il y a plein de gens avec lui autour de lui qui ont été condamnés. Il y a quand même 6,5 millions qui ont été retrouvés. Ça va, quoi. Qu'il soit ancien président ou pas, il est condamné. Et en plus, les gens ont oublié, Monsieur Nicolas Sarkozy, c'est un récidiviste. Il avait déjà été condamné pour corruption. Et quand tu es condamné pour corruption, c'est pas anodin quand même. Donc il est condamné une deuxième fois, il a été condamné à 5 ans. Moi je mets vraiment, j'ai aucun scrupule là-dessus. Et en plus, il peut aller en appel. En général, en appel, ça diminue. Eh bien, il y a quand même des gens qui trouvent que c'est pas normal. Ben si, c'est normal. Par contre, un petit chef d'entreprise qui, lui, est condamné parce qu'il a fait une petite connerie, là, personne ne gueule. Un petit élu qui, parce qu'un panneau de basket est tombé et que malheureusement la loi, c'est lui le responsable, c'est lui qu'on condamne, ça gêne personne. Eh les mecs, le peuple français, là, remettez-vous un petit peu aux réalités. Arrêtez d'être des acteurs béats de la politique, des consommateurs de la politique et redevenez des véritables acteurs. Regardez les choses dans leur réalité. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Alors avec tout ça, Ouais. Philippe, Oui. à quoi ressemblera la France dans 10, 20, 50 ans? J'ai aucune idée, mais tant qu'on ne m'a pas tué, je continue. Parce que s'il n'y a plus d'espoir, on est mal. Qu'est-ce que tu espères? J'espère qu'il va y avoir un sursaut. J'espère que les gens vont... Moi, je ne m'appelle pas lanceur d'alerte en plus. Je m'appelle éveilleur de conscience. Donc j'essaye d'éveiller les consciences. Quand je parle du vote blanc, j'explique aux gens bêtement que si le vote blanc hors urne, sur le vote hors urne, comme les gens disent en ce moment, je ne vais pas voter, donc je vote. J'ai du mal. Si depuis 1958, le vote, enfin ne pas voter hors urne, servait à quelque chose, ça se saurait. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne vas pas voter, on ne sait pas pourquoi tu n'as pas voté. On ne sait pas. Tu étais peut-être malade, ta voiture est tombée en panne, tu as changé de bureau de vote, ta grand-mère fêtait son anniversaire ce dimanche-là, bah, tu vas à son anniversaire plutôt qu'aller voter, puis quand tu es rentré, c'était trop loin, le bureau de vote était fermé. On ne sait pas. Le véritable mécontentement aujourd'hui, le véritable hurlement que tu peux faire, c'est justement d'aller voter. Parce que là, on sait que tu as voté. On sait que tu n'es pas d'accord avec la politique qu'on t'offre. On sait que tu ne veux pas du panel politique qu'on t'offre. Allez voter, même si c'est blanc. C'est la démocratie ne s'use, encore une fois je le redis, que si on ne s'en sert pas. Et le jour où ils vont mettre le vote électronique, je le dis, la démocratie c'est mort. Nous sommes les propres instigateurs de notre mort démocratique. Parce qu'on ferme les yeux, on ne dit rien. Je dis, éveillez vos consciences. C'est pas dur. Le nombre, c'est nous. La force, c'est nous. La force, c'est le peuple. On ne sait pas s'en servir. On ne sait pas s'en servir. On préfère ne pas aller voter. Le nombre de gens que je rencontre, disent, la télé, c'est de la merde. Mais moi, je n'ai pas de télé depuis 10 ans. Non. La télé, c'est un espace de liberté. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Tu l'allumes quand tu veux. Tu regardes le programme que tu veux. Tu l'éteins quand tu veux. Le jour que tu veux. Mais plus tu regardes de la daube, plus ils t'en servent. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le nombre et la force, c'est nous, et eux, c'est juste le pouvoir. Si tu mets le nombre en branle, le pouvoir cède. Et on ne sait pas le faire, malheureusement. Philippe Pasco, merci. C'est un plaisir. Pour tous nos téléspectateurs, évidemment, si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas d'aller voir tous les autres numéros de Franc-Parler, puisqu'on commence à en avoir tourné pas mal. N'hésitez pas surtout à aimer, partager et commenter la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous sommes de plus en plus nombreux, vous êtes de plus en plus nombreux et nous vous en remercions.